Bon vendredi et bienvenue à Friday Night Sports Machine. Nous allons parler aujourd'hui de baseball et de hockey. Plus loin dans l'émission, par voie téléphonique, nous allons rejoindre un spécialiste du réseau des sports, soit Marc Griffin. On va parler évidemment des Blue Jays de Toronto. Le début de saison, ça y est. On attendait le baseball depuis un certain temps déjà. Nous sommes bien contents. Nous allons faire également la revue de la semaine, comme à chaque semaine, du Canadien de Montréal, qui s'est vu donner le feu vert mardi pour affronter Ottawa. Mais tout d'abord, en studio, nous avons deux Marc aujourd'hui. Le deuxième nous parle de baseball et le premier en studio, c'est Marc Lapointe, assistant dépisteur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand, pour parler de son métier, de choses et d'autres dans le monde du hockey. Bienvenue Marc. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Je suis bien content de te voir avec nous. Marc, tu es assistant dépisteur-chef de l'Armada et tu es dépisteur depuis, je crois, une quinzaine d'années. Oui, exactement 18 ans dans le monde du hockey, 14 ans junior majeur et ma 6e année avec Blainville. Donc, beaucoup de fierté. Oui, absolument. Et tu as une Coupe Memorial aussi à ton crédit parce que tu as été dépisteur pour d'autres organisations. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Halifax à l'époque où il y avait McKinnon et Drouin, entre autres. Donc, on avait remporté la Coupe cette année-là avec un coach du nom de Dominique Ducharme également. Donc, ça avait été une année assez exceptionnelle. Est-ce que tu as côtoyé Dominique Ducharme un peu? Oui, parce que c'est une bonne tête de hockey. Je veux dire, pour se retrouver entraîneur-chef du Canadien de Montréal, c'est pas n'importe qui. Oui, absolument. On n'avait pas de lien direct à l'époque, mais oui, non. Puis tu voyais déjà qu'il y avait un haut potentiel de coach à cette époque-là. Évidemment, les dépisteurs ont leur fierté et certains ont eu des grosses prises. Dans ton cas, c'est quoi ta plus grosse prise jusqu'à présent dans ta carrière? Oui, ben écoute, moi je travaille beaucoup en équipe, puis je pense qu'il faut vraiment le faire. C'est jamais un one-man show. On est toujours en équipe, d'accord sur pas tous les choix, mais sur la plupart. Donc c'est sûr qu'on c'est vraiment un esprit de corps qu'on veut vraiment établir là, à chaque année. Un que je peux dire que j'ai peut-être poussé un petit peu plus parce qu'il était méconnu, c'est le jeune Alexis Gendron qui est maintenant avec nous autres à l'Armada. Le fils de Martin Gendron. Oui, exactement, fils de Martin qui a joué dans la Ligue nationale et et dépisteur également là, maintenant pour les Flyers de Philadelphie. Donc il y avait des bonnes routes qu'on appelle en anglais. Puis Alexis jouait d'un calibre un peu méconnu, là, donc c'est sûr qu'il était difficile à voir. Il y a quelques dépisteurs qui étaient pas au courant nécessairement c'était qui. Fait qu'on est bien content de cette prise-là. Là. Il y a une super belle saison pour l'instant. Une profession pas facile, mais évidemment, tu dois viser plus haut, j'en suis bien certain. Est-ce que tu aimerais être dépisteur en chef un jour? Oui, dépisteur en chef, peut-être la Ligue nationale, on y rêve. En même temps, c'est des postes qui sont très difficiles à atteindre, très contingentés. Il y en a 18 pour un dans le monde et 31 bientôt avec l'arrivée de Seattle, là, mais c'est pas beaucoup. Il y a pas beaucoup d'élus, disons. Il y a eu beaucoup de changements dans le monde du hockey. Au niveau du dépistage, depuis tes débuts, c'est quoi le plus gros changement que tu observes dans ta profession? Je dirais l'arrivée, beaucoup du vidéo, la technologie, encore plus avec la COVID, évidemment, là, on n'a pas accès aux arénas, donc plutôt frustrant, hein? Ouais, on fait extrêmement de vidéos. C'était déjà le cas avant la pandémie, où on confirmait les choses qu'on voyait par vidéo. Là, c'est devenu le contraire. La vidéo devient notre premier viewing et notre dernier pour l'instant. On espère que ça recommence, là. Mais fait que c'est sûr que l'arrivée de la technologie et des nouveaux systèmes, là, on a eu récemment là, pour la vidéo qui est vraiment très très utile. Là. Ça l'aide beaucoup. Là. Évidemment, le métier de dépisteur comporte son lot peut-être de choses difficiles. Tu dirais c'est quoi qui est le plus difficile justement dans ton métier? Parce que se promener d'un aréna à l'autre, et parfois les arénas sont vétustes, il fait froid, c'est en hiver, il y a des tempêtes. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le métier de dépisteur? Ben écoute, le métier en partant, c'est vraiment une passion. La plupart des gens ne font pas ça à temps plein. Donc, parce que tu ne fais pas 200 000 par année non plus. Non, là. Surtout pas, loin de là, très loin, je dirais même. Ce qui est difficile, c'est de concorder tout ça, d'aller voir entre 300 et 400 matchs dans une année et de compléter. Des matchs, ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tournois, mais d'un peu tout allier ça avec la famille, le travail régulier et un peu tout ça. Fait que à ce niveau-là, c'est ce qui est le plus difficile. Au niveau de l'évaluation, ce qui est rendu difficile maintenant, c'est de comparer les calibres. Fait que là, on a beaucoup de calibres à aller voir, fait que ça fait beaucoup plus de matchs. C'est difficile de voir la différence entre un joueur qui joue midget 3 ou un joueur qui joue, exemple, d'un calibre scolaire ou autre. Fait que ça, c'est le défi au niveau, là, mais on est choyé de faire ça, fait que c'est pas une corvée. Évidemment, tu as une influence, je veux dire, sur la vie des jeunes hommes que tu rencontres.
Y a-t-il un âge où, comme on dit, ça passe ou ça casse? Dans le hockey professionnel, ben, on dit que les gardiens de but, c'est plus long à se développer. Mais y a-t-il un âge, mettons, tu me dirais 14, 15 ou 16 ans, où c'est là que ça se passe habituellement dans la carrière d'un jeune qui pourrait accéder, je veux dire, au niveau plus haut? Oui, ben, on parle beaucoup, le repêchage au niveau junior majeur, c'est 15 et 16 ans. Oui. On parle beaucoup de l'année 15 ans parce qu'on repêche principalement des 15 et c'est correct. Mais moi, je parle beaucoup de l'année 16 ans. Quand je parle à des jeunes, quand je parle à des parents, je mets beaucoup l'emphase sur l'année d'après. Okay. Ce qui se passe à 15 ans, que tu sois repêché ou pas, que tu sois repêché de bonne heure ou très tard, ben pour moi, ça revient un petit peu tout. C'est pas, le mot en anglais, c'est relevant. Si ton année 16 ans est pas bonne. Fait que tu sois repêché en 14e ronde ou en première, si ton année 16 ans est pas bonne, ben elle est pas bonne. Bien dit, ça. Si ton année 16 ans est bonne, ben là, c'est là que tu vas probablement prendre le chemin junior majeur ou peut-être un chemin collégial ou autre. Fait que moi, je mets beaucoup l'emphase sur l'année de 16 ans en langage de hockey. Est-ce que Joël Bouchard, c'est un des personnages dans le monde du hockey qui t'a créé le plus une forte impression? Absolument. J'ai eu la chance de travailler avec Joël. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très intense et qui... Le Canadien n'a pas choisi ce gars-là pour rien. Non, absolument pas. Adoré travailler avec lui. Puis c'est vraiment une tête de hockey qui... il est à tous les niveaux. Oui. C'est quoi, tu vois... Qu'est-ce que tu recherches pour accéder au rang, soit la LNH ou la Ligue américaine? Les qualités recherchées, justement, chez ces jeunes hommes-là de 14, 15, 16 ans. C'est quoi les premières choses auxquelles tu fais référence? Bien, en partant, nous, c'est important de comprendre qu'on repêche pour le junior majeur. Oui. Donc, si le jeune atteint la Ligue nationale, c'est un surplus. Mais nous, notre job, c'est de chercher des gars qui vont jouer junior. C'est sûr que c'est un petit peu différent d'un dépisteur de la Ligue nationale. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher des passionnés, des gars qui ont du caractère, parce que... C'est pas juste le talent. Non, c'est ça, c'est pratiquement les deux choses qu'on cherche en premier au niveau de Blainville. Puis, même moi, personnellement, je pense que ça fait beaucoup la différence, le niveau de passion et de caractère. Puis par la suite, bon, là, évidemment, il y a tout le niveau talent hockey. Et de plus en plus, la game va vite. Donc oui, il faut patiner, mais il faut aussi comprendre la game. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle le hockey sense. Ça prend de plus en plus de place. Oui, parce que la game va vite, mais c'est pas juste les patins qui vont vite. C'est le thinking hockey, puis si t'as pas le hockey sense assez développé, c'est très difficile de monter. Comme Wayne Gretzky disait si bien, c'est pas pendant que tu es en possession de la rondelle, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Un jeu ou deux à l'avance, un peu comme aux échecs. Absolument, puis tu sais, McDavid, c'est le plus rapide de la ligue, mais... si on fait une passe rapide, ben la passe ça va être plus vite que lui quand même. C'est ça. Fait que tu sais, c'est toujours d'anticiper un peu. Dans ce que tu vois, évidemment, les dépisteurs, je veux dire, à un moment donné, tu vois rapidement de quoi il en retourne chez les joueurs que tu vois après 1 ou 2 ou 3 matchs. Y a-tu des joueurs qui ont passé sous la loupe et que tu t'es peut-être soit trompé ou tu as dit non, lui, je le regrette? Peut-être tu pourrais me parler d'un cas en particulier. Oui, absolument. Écoutez, ça fait quelques années de ça, là, mais quand Jean-Gabriel Pajot était midget à l'époque, on était beaucoup de dépisteurs à le trouver. Il était très petit, très frêle. Il avait un bon hockey sense, mais jamais j'aurais pensé que ce gars-là atteignait la Ligue nationale. Avec du succès comme il a aussi. Effectivement, là, c'est tout un joueur de hockey. Mais nous, on le voyait plus peut-être junior majeur. Fait que c'est à ce point-là, on s'est trompé, je suis pas le seul, puis je suis capable de l'admettre. Celui-là, on l'avait pas vu aussi haut. Là. Mais je reviens à la passion puis le caractère. C'est ça. Puis je pense qu'il est animé de beaucoup de passion, il a beaucoup de caractère. Moi, une expression que tu as employée dans une discussion hors d'onde, tu as parlé du seul match à jouer pour les dépisteurs, puisque c'est un métier dans l'ombre. J'aimerais que tu développes sur cette idée-là. J'ai trouvé ça bien intéressant. Ben, ça vient de mon mentor, M. Richard Lafrenière, qui est maintenant retraité, mais qui a travaillé plus de 30 ans junior majeur, qui disait, tu sais, on est dans l'ombre toute l'année, puis c'est correct, on est à l'aise avec ça, mais nous, on joue un seul match, et c'est le jour du repêchage. Puis lui, il rajoutait même, il disait à ses employés, je veux pas jouer sa 4e ligne. Fait que le jour du repêchage, je veux être là. Parce que c'est là que ça se passe. On a juste une journée dans l'année, là. Des fois 2, là, mais c'est assez rapide. Là. Ah, c'est intéressant. Donc, toi, tu es un poisson dans l'eau. On parle de passion depuis tantôt. C'est ce qui t'anime. Je veux dire, c'est une passion, tu ne te tannes pas. Tu verrais 500 matchs par année, ça serait pas trop.
Non, j'en ai déjà vu pas mal dans ces eaux-là, là, avec tous les tournois qu'on fait. Là, puis tu sais, j'ai la chance de faire d'autres choses dans le hockey. Je coach aussi. J'ai une compagnie d'événementiel, on fait des showcases. Ouais, donc, je fais bien du hockey là, à tous les niveaux. Là. L'évolution des systèmes de jeu dans le hockey, on le voit spécialement, je dirais, dans les 15 dernières années. Qu'est-ce que tu remarques, toi, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans le hockey junior majeur, la tendance, puis tout ça? C'est quoi les premières choses que tu remarques? Ben, c'est sûr que de plus en plus, les jeunes sont coachés à un bas niveau, donc sont déjà à l'aise avec des systèmes de jeu plus avancés, qui étaient peut-être pas la même chose à l'époque. Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est pas le débat, c'est pas la question non plus. Ouais. Mais c'est sûr que maintenant, déjà dans un... On travaille cet aspect-là plus jeune. Ouais, puis des fois trop, je te dirais. Là, ça, c'est complètement un autre débat là, au niveau de développement dans le du sens joueur. qu'ils s'amusent moins? Dans le sens qu'ils s'amusent moins, puis tu sais, là, j'ai déjà vu des coachs atomes faire du power play, puis c'est correct, là, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin rendu là. Pauvre petit gars. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis pour revenir à ta question, ben, honnêtement, les systèmes de jeu sont de plus en plus développés, et le vidéo. Je reviens avec ça, parce que tout le monde bien a une vidéo. comprendre la vue d'ensemble. Ben, tu sais, dans le junior, dans la Ligue nationale, des séances vidéo, ils peuvent en faire à tous les jours, ils peuvent s'ajuster selon notre équipe, ce qui n'était pas le cas nécessairement dans les années 80. C'est ça. Tu sais, c'est entre autres ça là, que je trouve qu'il a beaucoup changé, là, la capacité de s'ajuster rapidement, beaucoup avec la vidéo. As-tu des commandes spécifiques qui viennent de l'organisation? Exemple, soit va voir tel joueur, ça, c'est sûr que tu entends ça, mais au niveau des positions qui sont visées pour le repêchage ou du style de jeu, exemple, une organisation veut des joueurs plus robustes ou plus costauds. As-tu des commandes spécifiques dans ce sens-là? Ben nous, c'est sûr qu'on a parlé de caractère tantôt, on en cherche beaucoup. On fait également beaucoup d'entrevues, donc ça, c'est des commandes qu'on a d'appeler des coachs, d'appeler des gens dans les organisations pour apprendre à connaître le jeune en dehors de la classe, comment il est. Donc ça, on a beaucoup de commandes, surtout cette année, parce que là, on peut pas les voir, fait qu'il faut un peu se fier avec les contacts qu'on a. Au niveau d'aller voir un joueur en particulier, moi, j'en ai pas, parce que j'essaie de voir tout le monde, mais oui, ça peut arriver, exemple, un joueur en Ontario, que là, il est un petit peu caché. Ben là, mon dépistage chef me dit, bon, là, lui, ça nous prend un viewing de lui cette année, fait qu'il nous envoie dans ce qu'on appelle l'émission spéciale. Ah, c'est le fun, ça. On va y aller maintenant dans les anecdotes sucrées. Ouais. Les meilleurs hot dogs, c'est où? Hot dog, ça se ressemble pas mal, je te dirais. C'est la même compagnie qui fournit? Ouais. Ben, c'est peut-être la façon de la prêter? Ouais, je suis peut-être moins... j'ai pas de place qui me vient en tête pour les hot dogs. Mais tu peux nous parler des arénas les plus froids. Je peux vous parler des poutines et des arénas les plus froids. Ouais. Poutine, je dirais Saint-Eustache, là, elle est dure à battre, là. Ah ouais? C'est une bonne. On fait la publicité, c'est bon. Ça. Ben oui, Arena Saint-Eustache, j'ai travaillé là longtemps en plus, fait que on essaie de pas trop en manger. Au niveau des arénas les plus froids, écoute, il y en a beaucoup. T'as vécu des anecdotes où tu disais, me semble, ça n'a pas d'allure. Ah, vraiment. Un taux d'humidité en plus élevé. Ah, écoute, il y a Brownsburg, là, sur l'aréna de Montréal, qui est assez froide. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Très vieille aréna. Ouais, puis au niveau de Sherbrooke, moi, selon moi, probablement la plus froide, c'est la vieille aréna à Bishop, le collège Bishop, là, dans le coin de Sherbrooke. C'est, je crois... L'aréna qui a 100 ans. Là. Ouais, c'est ça, je pense que c'est la 4e plus vieille encore debout au Canada. Et ça paraît. Ben, exactement, là. Écoute, c'est pas juste des combines que ça prend là-bas, là. Faut que t'aies des gants, puis, en tout cas, écrire, ta mine de crayon peut peut-être geler si c'est pas un crayon plomb, là. Un de tes ennemis, ce sont les tempêtes de neige. Oui. Parce que ça peut être dangereux. As-tu déjà eu un accident? Non. Ben, as-tu été pris sur la route dans un blizzard, exemple? Oui, c'est quand même arrivé souvent. Jamais eu de pépins, quand même assez chanceux. On essaie de les prévoir un petit peu. Fait que si des fois, ben, peut-être une chose, c'est pas nécessairement sur la route, mais parfois on voyage en avion. Par exemple à Halifax. Fait que c'est sûr qu'à Halifax, on dirait qu'à chaque début janvier, il y a tout le temps quelque chose. Fait que c'est déjà arrivé que mon vol était retardé de 2 jours. Il faut aimer le froid et la neige, mettons. Ouais, ben c'est ça. Fait que tu sais, c'est un petit peu plus compliqué dans ce temps-là. Je vais aller d'une dernière question. On dit souvent dans le repêchage, ce qui est conseillé, c'est d'y aller avec le meilleur talent disponible, contrairement aux commandes spécifiques, aux besoins de l'organisation. Ton point de vue là-dessus? Oui, absolument. Tu sais pas ce qui peut arriver dans 2 ans. Tu sais pas exactement ce que tu as besoin. C'est sûr que pour les premières rondes, je pense qu'il faut vraiment le plus possible y aller avec le meilleur joueur disponible. Par la suite, parfois, là, on a des commandes spécifiques. On aurait besoin d'un droitier à la défense. Là, ça nous prend absolument un gardien. Les gardiens, c'est souvent comme ça. Là. Quand il y en a un ou deux qui partent, ben là, les autres équipes
embraye le chemin, donc les gardiens partent souvent à la suite. Donc c'est sûr que ça, des fois, on n'a pas le choix de s'ajuster en cours de repêchage, là, mais c'est sûr que le meilleur joueur disponible, c'est rarement une mauvaise stratégie. Mais je viens aller d'une question qui n'était pas préparée. Dans tous ceux que tu as vus là, depuis 15 à 20 ans, là, que tu es dépisteur, y a-tu un joueur qui accédait à la Ligue nationale et déjà tu voyais à 13-14 ans là, que c'était fou son talent? Écoute, c'est sûr que j'ai vu Sidney Crosby à quel âge? Junior majeur à 16. Je le connaissais à 14 ans. J'avais vu des vidéos de lui à 14 ans. J'étais même pas encore C'était déjà prévisible. Oui, le premier can de McKinnon à Halifax aussi, j'étais là quand il avait 16 ans. Fait que c'était vraiment évident. Déjà là, il était de loin supérieur aux autres à l'époque. Puis si je peux me permettre, que c'était pas le cas, j'ai vu Alexis Lafrenière maintenant avec les Rangers à 12 ans. Et t'aurais pas pensé que ça aurait été un premier choix? Il était très bon, mais jamais personne n'aurait pu penser ça. Puis c'est pour ça que la progression est très importante. Si tu progresses d'année en année, c'est là que tu vas atteindre d'autres niveaux. Ça veut pas dire que tu es le meilleur à 12 ans, que tu vas être le meilleur à 15. Non, ça c'est bien. Et ainsi de suite. Là. Fait que, mais c'est sûr qu'Alexis l'a rendu à 14. On avait un petit doute qu'elle allait être très très bon. Il va avoir une belle carrière. Ça sera peut-être pas un second Wayne Gretzky. Rapidement, en une phrase, est-ce que le Canadien cette année va faire un bon bout de chemin dans les séries ou tu restes sur une impression coup-ci, coup-ça? Je pense que oui, honnêtement, leur profondeur va les aider à long terme. Ça, c'est important de comprendre que c'est pas un sprint, c'est un marathon, les séries de la Ligue nationale. 4-4-2-7, je veux dire, c'est pas facile. Merci Marc Lapointe de ta présence à Friday Night Sports Machine, bien intéressant. Espérons que tu vas revenir. Et je te souhaite un retour au jeu le plus tôt possible avec beaucoup de matchs encore l'an prochain, parce que tu dois avoir des fourmis dans les jambes. Absolument, mais merci beaucoup. Merci Marc, très gentil. Merci. Yes. On n'est pas censé se toucher. On va parler maintenant du Canadien. On va faire le revue de la semaine. Pas grand-chose à dire. Le Canadien semble se replacer. Lundi, on a eu le hockey, le feu vert. On pouvait retourner. On avait bien peur. On se croisait les doigts. On avait peur qu'il se passe encore quelque chose et que ce soit encore remis. Mais non, on pouvait entamer le match de mardi contre Edmonton à Montréal. Un retour à l'action qui s'est fait rapidement pour le Canadien en début de match. On marque à 18 secondes. Un match pratiquement à sens unique. Il faut dire que dans leurs 10 derniers matchs, les Oilers au Centre Bell avaient une fiche de 8-1-1. Donc, il fallait les prendre au sérieux. Ils étaient sur une lancée, mais ils étaient aussi sur un 3 matchs en 4 soirs. Mais peu importe, un début en Lyon, Kotkaniemi qui marque à 18 secondes. Les carottes étaient déjà cuites. Et en deuxième période, Dominique Ducharme a vu juste quand il a contesté le but de Connor McDavid sur un potentiel hors-jeu. Le but a été refusé finalement. Ça a été, disons, un tournant dans ce match. Le dernier clou du cercueil des Oilers. Et pour Carey Price, c'est un 49e jeu blanc dans cette belle victoire de 4-0. Une belle carrière jusqu'ici. Donc 49 blanchissages. C'était un match tout simplement parfait de la part du Canadien. Le nombre de tirs au but des Oilers qui a été rectifié. On disait un blanchissage de 16 tirs, mais finalement ça a été rectifié par les responsables à 17. Un premier blanc pour Carey Price cette année. C'est un retour qui est réussi de cette crise du COVID, puisque quand vous blanchissez Connor McDavid et Léon Draisaitl, dites-vous que c'est mission accomplie. Donc, belle victoire de 4-0. Chapeau également à Dominique Ducharme dans le milieu du hockey. Les gens qui suivent le Canadien. La préparation était là, même si c'était surtout du vidéo. Et de débuter le match avec Paul Byron, KK et Lekonen, ça a été payant puisqu'ils ont marqué dès le début du match. Maintenant, il y a des rumeurs qui émanent d'Edmonton qu'il serait intéressé à Tomas Tatar. Mais je pense qu'on va le garder. Plusieurs disent qu'on devrait leur signer parce que là, présentement, ça va bien. Un commentaire sur le coup salaud de Connor McDavid envers notre bien-aimé KK. J'espérais Kotkaniemi. Si on inverse les rôles, moi, je peux vous dire que il n'y aurait peut-être pas eu de suspension parce que ce n'est pas très à la mode dans la Ligue nationale, mais il y aurait eu un 4 minutes. Mais comme c'est Connor McDavid, le meilleur joueur de la LNH, ça passe. Maintenant, on va parler des amendes qui sont parfois ridicules. Si je te donne une contravention de 1 $, est-ce que tu vas encore faire attention la prochaine fois? La réponse, c'est non. On lui a donné 5 000 $ d'amende. C'est juste une question de l'image pour la LNH. Parce que c'est comme une contravention de 5 sous pour ces gars-là, comme Nathan McKinnon, qui lui aussi a une amende de 5 000 $. Des fois, on a l'impression que la LNH fait exprès, tellement la crédibilité n'est pas au rendez-vous dans de tels dossiers. Ce n'est pas dissuasif du tout. Comme je vous le dis, Connor McDavid ou Nathan McKinnon, tu leur donnes une amende de 5 000 $, ça ne représente rien. Ce sont des athlètes qui font entre 50 000 et 75 000 $ américains par jour.
Une statistique intéressante maintenant concernant le meilleur joueur de la LNH, Connor McDavid. En date du week-end dernier, il avait 324 entrées en zone adverse, en possession de la rondelle, et 103 fois end-to-end, comme on dit dans le langage du hockey, des montées spectaculaires d'un filet à l'autre. Et ça, ce sont une statistique qui sont très révélatrices. Il est très rapide en possession de la rondelle et plusieurs disent déjà que c'est le plus rapide de toute l'histoire de la LNH quand il monte la rondelle. Moi, personnellement, j'ai jamais vu personne. Mario Lemieux était très habile, mais il n'avait pas cette rapidité. Un mot sur Jonathan Drouin. J'ai entendu Tony Marinero ce matin sur les ondes de TSN Radio, sur la bande AM 690, qui parlait de Jonathan Drouin qui tire de moins en moins au but. Il a une moyenne de 1,75 tirs au but par match et il marque peu de buts. Il est parti pour une moyenne sur 82 matchs de 5 ou 6 buts cette année. Ce n'est pas assez. Et la question qui est posée, est-ce qu'il lance moins au filet depuis qu'il a été blessé au poignet? Pour le match d'hier contre Ottawa, visiblement les Sénateurs étaient les meilleurs en première période, mais le résultat, c'est que c'était 1-0 Canadien après une période. Et il faudra vraiment faire flèche de tout bois et être très opportuniste du côté du Canadien parce que là, ça va être 24 matchs en 42 jours. Ça sera pas facile du tout. Une chance qu'on a de la profondeur. Et le résumé de cette belle victoire hier de 4-1 contre les Sénateurs, c'est le rendement de la ligne numéro 1. Depuis un mois, Gallagher, Tatar et Dano se sont repris en main. Et c'est vraiment la ligne numéro 1 du Canadien. Et ça, tant mieux avec les séries éliminatoires qui s'en viennent. Est-ce qu'on va garder Tatar maintenant? C'est une question qui revient. Et peut-être que finalement, on va lui faire signer un contrat parce que s'il continue à offrir de beaux efforts et avec son beau talent à réussir comme il le fait présentement, eh bien c'est un ajout qu'on devrait peut-être envisager de le garder justement l'an prochain. Donc le CH se replace, il reste plusieurs matchs pour cette saison, ça va être très intéressant. Mais une des raisons, c'est Carey Price, veut pas, c'est la bonne vieille rengaine. Dans ses 9 derniers matchs, une moyenne de 1,87, un taux d'efficacité de 931. Il revient avec des chiffres dignes de mention d'un joueur étoile. Grosse semaine à venir pour le Canadien. Demain, à Montréal, encore contre les Sénateurs. Ça sera pas facile, les Sénateurs ont beaucoup de caractère. Lundi, on reçoit les Oilers. Mercredi, on joue à Toronto. Jeudi, on reçoit les Jets et samedi encore, on les reçoit à Montréal. Donc, ça fait 5 matchs en 8 jours. Faudra être prêt pour de l'adversité. Ces clubs-là viennent ici pour gagner. Nous allons maintenant rejoindre un spécialiste du baseball. Nous allons parler un peu des Blue Jays et de choses et d'autres des ligues majeures de baseball. Du réseau des sports, Marc Griffin. Bonjour Marc. Hey, comment ça va? Ça va très bien. Je suis bien heureux de te voir avec nous. Je vais y aller dans le vif du sujet, mon cher Marc. La plupart des spécialistes du monde du baseball mettent dans la division Est de la Ligue américaine les Yankees premiers, suivis des Blue Jays, après ça les Rays et les Red Sox de Boston. Ton avis là-dessus, est-ce que les Jays peuvent chauffer les Yankees cette année? Ben, je vais te corriger. Moi, je place les Rays en tête. Ah, ben c'est bien ça. Oui, moi, j'ai placé. Écoute, c'est parce qu'on mésestime, même malgré leur succès, on mésestime les Rays année après année. Je vous dis, ils ont encore de loin le meilleur réseau de filiales de tout le baseball. Ils ont actuellement le prospect numéro 1 de tout le baseball. Il n'est même pas avec l'équipe. Selon moi, il va joindre l'équipe bientôt, c'est Wander Franco. Alors, tout ça pour dire que je pense que les Rays sont quand même la meilleure équipe. Les Jays, selon moi, vont être capables de se faufiler. Ça va être extrêmement serré parmi ces 3 équipes-là, on s'entend, là. Mais je pense que les gens désestiment peut-être les zones grises des Yankees de New York. Parce qu'il y en a des zones grises chez les Yankees et je pense que les Blue Jays pourraient en profiter cette année avec une attaque aussi qui pourrait être dévastatrice. Donc, tu n'es pas vraiment un fervent des Yankees pour cette saison-ci? Ben, c'est-à-dire que moi, j'aime les Yankees dans le sens que, mais écoutez, Judge et Stanton, j'aimerais ça. J'aimerais qu'ils puissent jouer un 140, 150 matchs pour vraiment voir toute cette merveilleuse puissance que ces deux-là ont. Mais qu'est-ce que tu veux? Le passé m'indique que ça risque de ne pas arriver. On te le souhaite. Et maintenant, ben, vous avez 2 partants
Corey Kluber qui lance, qui est le deuxième partant en fait, Jameson Taillon, c'est deux excellents lanceurs, mais qui ont beaucoup de choses à prouver. Et chez les Yankees, on sait que on peut gagner immédiatement. C'est pas des tests qu'on veut faire si on veut jouer on joue pour gagner. Il n'y a rien de parfait dans ça non plus. Et je regarde la défense des Yankees en général avec la perte de Luke Voigt. Je regarde ce que Sanchez réellement peut faire. Je regarde un peu partout. Je me dis, il y a des failles un peu chez les Yankees de New York. C'est pas parfait. Alors, les autres équipes aussi peuvent en profiter. Marc, j'aimerais avec toi explorer les différents tests qui sont à l'honneur dans les ligues mineures pour changer, pour accélérer, dynamiser les matchs de baseball. Es-tu d'accord avec ça, toi, des buts qui maintenant ont 18 pouces au lieu de 15? Ouais, écoute, honnêtement, celle-là me dérange pas du tout parce que, bon, la raison principale, c'est sécurité. Donc, on sait qu'avec les reprises vidéo aujourd'hui, là, c'est pas évident. Tourner des doubles jeux, des jeux au premier plus, il y a quelques collisions. Donc, j'ai pas de problème avec ça, d'autant plus que ça pourrait aider, et là, ça reste à voir, les voleurs de but, parce que si tu vas chercher 3 pouces d'un côté, 3 pouces de l'autre, t'as tu sais, les fameux, ce que j'appelle les gants de four que les voleurs de but utilisent maintenant. Tu viens chercher une coupe de pouces là, donc tu comprends que si ça peut aider moindrement les voleurs de but, je suis pour. Maintenant, à l'avant-champ, on ne pourra plus bientôt, dis-je bien, dans les ligues mineures, y aller avec des défensives spéciales. Es-tu d'accord avec les joueurs d'avant-champ qui ne peuvent plus aller tous du même côté? En fait, il faut faire attention. Ça, c'est au niveau 2A. Oui. On peut avoir 3 joueurs d'un côté. Ce qu'on ne peut pas faire en début de saison, dans la première tranche du calendrier, c'est que tu ne peux pas avoir les 2 pieds sur le territoire du champ extérieur. Donc, il faut que tes 2 pieds soient, autrement dit, sur la terre battue. Et si c'est des terrains synthétiques, il y a une ligne de démarcation. Là. Il faut que tu aies les 2 pieds donc, à l'intérieur. Donc, tu peux avoir 3 joueurs du côté droit, mais à ce moment-là, il faut absolument que tes 2 pieds soient sur la terre battue. Si ce n'est pas concluant, en deuxième moitié de saison, au niveau 2, là, on va obliger les équipes à ce moment-là à avoir 2 joueurs du côté droit et 2 joueurs du côté gauche. Écoute, moi, celle-là, je l'aime moins parce que moi, je pense que les défenses adaptées, ça enlève la crédibilité à ceux qui ont vraiment fait leur devoir. Il y en a qui ont fait leur devoir, des équipes qui ont fait leur devoir. C'est pas de l'anti-baseball, selon moi, c'est de l'ajustement. C'est pas d'hier qu'on a des défenses adaptées. Écoute, il y en avait dans le temps de Penn Williams. Là, comme dire, qui sont plus appliqués aujourd'hui, je comprends. Mais ça, je trouve que c'est aux frappeurs de s'ajuster et non de modifier les règles à ce niveau-là. Ça reste à voir. C'est pour ça qu'on fait des tests au niveau des ligues mineures. Disons que les défensives spéciales de nos jours sont un petit peu exagérées. Es-tu d'accord avec le temps restreint pour les lanceurs entre 2 lancers qui n'est pas vraiment appliqué? Qui n'est pas appliqué au niveau majeur, mais qui est appliqué au niveau des professionnels mineurs. Moi, j'adore. J'adore parce qu'il faut que tu éduques les gars. On veut dynamiser le baseball, c'est correct. Mais tu sais, toute ta vie, probablement, puis toute la mienne, lorsque tu joues au baseball, lorsque je joue au baseball, qu'est-ce qu'on se faisait dire? Prends ton temps. Prends ton temps. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de cadran au baseball. Et c'est vrai, c'est une des particularités du baseball qui est le fun. Mais dans ce cas-ci, je pense pas que les lanceurs devraient avoir tout le temps qu'ils veulent. Il faut à un moment donné dynamiser, prendre des décisions rapides, bouger. Et tu sais quoi? Les joueurs qui arrivent dans le baseball professionnel mineur, ils vont l'adapter, cette règle-là. Ça va les habituer. Alors, éventuellement, c'est une règle qui va être appliquée au niveau majeur, pas tout de suite, mais j'ai quand même hâte de voir non seulement les résultats, mais la réaction des lanceurs qui, je vais dire, pour la plupart, vont dire qu'il n'y a aucun problème. Et 15 secondes, j'aime ça parce qu'on va encore plus agressif que le fameux 20 secondes qui devait être la règle au départ. Il y en a certains qui disent que ça va provoquer, si c'est adapté, provoquer des blessures au bras chez les lanceurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'influence de la NBA et de la LNH sur le déroulement d'un match qu'on veut peut-être un peu plus rapide. Maintenant, ma question suivante, est-ce que tu t'es déjà entraîné avec un œil fermé? Non. Et es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu trouves ça loufoque? Qu'est-ce que Trevor Bauer a adopté comme comportement au camp d'entraînement? Écoute, Trevor Bauer, c'est un personnage. C'est un excellent lanceur, mais c'est un personnage. Écoute, il trouve une manière de passer ses messages. Comme lanceur, tu peux fermer un œil si tu veux. Moi, j'étais un frappeur, donc tu comprendras que j'ai besoin de mes 2 yeux pour voir la Fait que, mais ça reste que, Trevor Bauer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les Dodgers.
sais, qui sont une organisation toujours by the book, comme on dit. Oui. On est toujours... tout est propre, hein? Tout est parfait chez les Dodgers. On essaie d'être l'organisation à suivre. Et là, tu arrives avec un gars comme Trevor Bauer, qui est un petit peu, entre guillemets, délinquant dans sa façon de faire. Et j'ai hâte de voir le mariage que ça va donner, moi, cette année, entre lui et l'organisation. Ben, parlant justement de personnages loufoques, avant d'aborder le dossier des expos avec toi, est-ce que tu aimes les souliers à crampons de Bryce Harper? Ben, écoute... moi, j'aime la créativité. Tu sais, aujourd'hui, dans le sport, je trouve ça le fun qu'on est plus créatif. Alors, écoute, un peu nous habituer au fil des années, là, honnêtement, à aller avec des modes ou un style qui fait pas toujours l'identité, mais qui fait parler, qui fait jaser. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Auprès du public, là, si on aborde le dossier des expos, on voit que la rénovation du stade olympique est peut-être plus populaire que tout simplement de construire un nouveau stade. Est-ce que ce qui se passe présentement avec le dossier des expos de Montréal, c'est simplement de la poudre aux yeux ou on doit y croire? Là, tu parles du stade ou du projet en général? Le projet en général. Ben, écoute, je vais juste aborder le stade olympique rapidement. Le stade olympique, c'est un stade olympique. Tu sais, les expos de Montréal n'ont jamais eu une infrastructure de baseball majeur. On n'en a jamais eu. En fait, le dernier stade de baseball qui a été construit, c'est le stade de Laurier. Je parle dans la grande région de Montréal. Alors, c'est plate que le baseball soit toujours associé au stade olympique, parce que même à l'époque, là, je fais une petite parenthèse vite, même à l'époque, M. Bronfman ne voulait pas aller au stade olympique. C'est le maire Drapeau qui l'exigeait à ce moment-là, sachant très bien, dans le cas de Bronfman, que c'était pas un stade conçu pour le baseball. Et là, bon, on a fait le procès du stade olympique assez souvent, là, mais regardez, même le soccer, c'est passé un stade pas loin. Les Alouettes ont quitté le stade olympique. J'ai rien contre le stade en tant que tel, mais ce n'est pas un stade approprié, surtout pas un sport comme le baseball, où tu as besoin d'une infrastructure adéquate dans le contexte. Alors, ceci étant dit, pour moi, ce n'est pas une option, et jamais, au grand jamais, le baseball majeur va octroyer une franchise à Montréal, si c'est pour un gros stade olympique à temps plein, c'est-à-dire de façon permanente. Alors, le stade pourrait servir éventuellement si jamais il y a un club qui s'en vient et qu'un nouveau stade n'est pas prêt. Là, à ce moment-là, on peut utiliser le stade olympique. Mais il faut fermer le dossier de stade olympique. Il faut arrêter de l'associer au baseball. Là, ça, c'est trop moche. Après ça, ben écoute, c'est sûr que les mots utilisés sont importants ici. Il faut arrêter de dire aide financière. Ce n'est pas une aide financière que Stephen Bronfman recherche. C'est un partenariat. Et la différence, c'est que tu n'as pas un chèque en blanc de 200, 300, 400 millions au gouvernement, puis c'est l'argent du public qui va payer ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est sous forme d'un prêt avec, évidemment, un remboursement total? Mais c'est clair qu'il ne faut pas que ça soit de l'argent donné carrément. C'est un partenariat où tu vas fructifier l'argent du gouvernement. Alors là, ce qu'on dit, ben écoute, on a de la misère en santé, en éducation, qu'on ne se fait pas des stades. Ce n'est pas le même sujet. C'est malheureux, mais ce n'est pas le même sujet. Il faut trouver des moyens d'aller chercher des revenus chez le gouvernement. Et ça, c'est une façon de relancer l'économie. Il y en a peut-être d'autres des meilleurs, j'en conviens, j'ai pas de problème. Mais il faut juste arrêter d'associer cette dossier-là toujours avec une dépense du gouvernement. Alors, c'est vraiment une façon d'avoir un partenariat et personne ne va me faire dire qu'une franchise du baseball majeur, que ce soit Montréal ou ailleurs, n'a pas d'effet sur l'économie locale. Ça, je veux dire, il faut arrêter de dire, il faut dire les vraies choses. Oui. Alors, c'est important là, que les gens comprennent que, puis même moi, là, qui aimerais bien ça avoir un stade, je ne veux pas que le gouvernement signe un chèque en blanc et qui donne à Stephen Bronfman puis on construit une équipe. Tout le monde paraît mal dans ça. Et c'est absolument pas ce que Stephen Bronfman et son groupe, qui inclut Alain Bouchard, Éric Boyko et compagnie, là. Tout le monde veut bien paraître dans ce dossier-là et on veut que ce soit un projet rassembleur et non un projet qui va évidemment créer là, des remous auprès de ceux là, qui prônent l'argent public. Marc, il ne reste presque plus de temps. Je vais te poser une ou deux questions encore et je te demande une réponse en une seule phrase. L'injustice du destin de 1994, quand il y a eu la grève, nous a privé les Expos et Philippe Alou d'une potentielle victoire en série mondiale. Est-ce que ça prive
Philippe Alou d'une présence au Temple de la Renommée en une phrase? Non, ça ne le prive pas et je ne serais pas surpris que Philippe, son nom, commence à circuler dans les prochaines années, un peu comme personnage baseball au Temple de la Renommée. Okay. Deuxième question, tu me réponds par une phrase, s'il te plaît. Les Padres, là, tout le monde parle de la fameuse rotation de lanceurs partants qui se sont montés, mais est-ce que ça se limite cette année à la rivalité Dodgers-Padres dans le monde du baseball majeur, ou tu vois un ou deux autres points importants qui vont venir susciter l'intérêt? Ouais, ça va être la grande rivalité sera Dodgers-Padres, absolument. Et sur le terrain, en tout cas, c'est ça qui va être à suivre cette année. Bon, ben j'ai une dernière question pour toi. On voit les Nationals de Washington qui vivent un épisode de COVID. Les joueurs se sont bien entraînés, ils sont maintenant restreints. Ils ne peuvent pas entamer la saison. Jusqu'à quel point ça joue sur le psychologique d'un joueur? Ben, pas tant, je vous dirais, cette année. L'année passée, ça aurait été pire, mais l'expérience de l'année passée nous prouve qu'on peut rebondir. Les Marlins l'ont prouvé l'année passée, les Cards de Saint-Louis aussi. Je pense que les gars vont être capables de rebondir assez rapidement de cette épreuve-là. Je te remercie, Marc. C'est vraiment très intéressant. Le spécialiste baseball numéro 1 du Réseau des sports. Marc, je te remercie. On se reparle très bientôt. Avec plaisir. Salut. Bye, Marc. Maintenant, pour terminer, on va y aller avec quelques potins, quelques informations. On va faire un retour aussi sur l'acquisition du Canadien cette semaine. Eric Staal, qui démontre la volonté du Canadien de gagner immédiatement. Mais encore faut-il livrer la marchandise. Ne l'oubliez pas, Eric Staal, il a remporté la Coupe Stanley en 2006 avec les Hurricanes. Il a une longue carrière, il va avoir une influence sur les jeunes. C'est une situation gagnant-gagnant parce qu'il voulait quitter Buffalo. C'est le véritable enfer à Buffalo. Et il a enlevé sa clause de non-échange pour appartenir aux Canadiens de Montréal. Il en est bien fier. Eric Staal, il va nous donner un bon rendement. Maintenant, on aura un heureux problème. Est-ce qu'on doit remplacer Jake Evans? Jake Evans qui peut jouer à l'aile droite quand M. Staal va être inséré dans la formation. En 2017-2018, ça fait pas tellement longtemps, il a quand même marqué 42 buts pour Minnesota, un club défensif. Il amène beaucoup d'expérience, du leadership, et c'est un autre qui a une bague de la Coupe Stanley, comme je vous le dis, comme Joel Edmondson, Tyler Toffoli, Corey Perry, Jake Allen, qui jouait pour Saint-Louis quand ils ont remporté la Coupe Stanley. Et ça, c'est important. Il peut encore jouer. L'an dernier, en 66 matchs, comme vous le savez, tout le monde en a parlé cette semaine, il a obtenu 47 points à 35 ans. Ça, c'est l'an dernier. Semble-t-il que le Canadien de Montréal croit être dans la fenêtre pour la Coupe Stanley. Tant mieux, parce que tu as des joueurs comme Shea Weber, Carey Price, Brendan Gallagher qui sont à leur prime, comme on dit, mais qui vieillissent comme d'autres. Un commentaire cette semaine sur le 98.5 de Mario Tremblay qui parlait justement d'Eric Staal. Les vieux joueurs, comme Eric Staal, ils amènent de l'intelligence, le sens du jeu, beaucoup d'expérience et d'influence sur les jeunes joueurs. Je vous dis, moi personnellement, Eric Staal, les gens vont l'aimer. Maintenant, un mot sur Cole Caulfield. Le fameux Cole Caulfield qu'on attend à Montréal, le jeune espoir qui a signé son premier contrat professionnel. Sur les ondes de TSN Radio, la bande AM 690, Tony Granato était en entrevue, c'était son entraîneur chez les Badgers du Wisconsin. C'est le premier joueur à marquer 31 buts. 30 buts plutôt en 31 ans pour le Wisconsin. Donc, c'est quelque chose. Il veut apprendre. Son ancien entraîneur, Tony Granato, dit que c'est un garçon qui est plaisant, enjoué. C'est une joie à diriger ce joueur. Et ici à Montréal, il faudrait peut-être pas faire l'erreur de le considérer comme un sauveur et mettre trop de pression parce qu'à Montréal, on a la réputation de brûler les joueurs. C'est un jeune spectaculaire qui prend de l'expérience. S'il vient jouer à Montréal cette année quelques matchs, tant mieux. S'il marque, c'est encore bien meilleur, mais il n'est ici que pour prendre un petit peu d'expérience. Il faut surtout pas le brûler et penser que c'est un Stéphane Richer ou un Guy Lafleur qui arrive ici. Une statistique importante pour Cole Caulfield, il marque à chaque 18,1% de ses lancers dans ses tirs au but. Et si on fait une comparaison avec Alek Ovechkin, lui, c'est 13,5%. C'est sûr qu'il y a une marge entre la LNH et les rangs collégiaux, mais ça veut quand même dire quelque chose. Il suscite beaucoup d'engouement à Montréal. Ça nous rappelle l'arrivée de Louis Leblanc. On va espérer des meilleurs résultats. Il se dit heureux de poursuivre son développement dans la Ligue américaine à Laval, et tant mieux. Et quand on parle du magasinage de Bergevin, on a le droit de rêver. Moi, personnellement, pourquoi pas Ryan Getzlaf?
Maintenant, la grande nouvelle dans la planète hockey cette semaine, c'est enfin une victoire après 18 revers d'affilée des Sabres de Buffalo, une victoire de 6-1 contre les Flyers. Un seul mot résume la situation à Buffalo, c'est cauchemar. Maintenant, dans la course au record de 894 buts en carrière de Wayne Gretzky, Alex Ovechkin qui marque des buts à profusion. Maintenant, on parle, j'ai entendu sur certaines tribunes téléphoniques cette semaine, de 1000 buts en carrière qu'il pourrait atteindre. S'il vous plaît, on va se garder une petite gêne parce que, oui, il est encore bon, mais je veux dire, il ne marquera pas 35 ou 40 buts par année jusqu'à l'âge de 40 ans. Les blessures, l'âge et la Ligue qui continue d'être de plus en plus rapide, c'est pas facile. Il va vieillir comme tout le monde. Il va s'approcher du 894. Personnellement, je ne crois pas qu'il va le battre. Mais à son crédit, il faut dire qu'il a perdu complètement la valeur d'une saison avec des lockouts et la crise du COVID. Un mot sur la NFL? Pour terminer, ceux qui disent que la nouvelle cédule adoptée de 17 matchs au lieu de 16 provoquera des blessures, encore là, je vous dirais, s'il vous plaît, dans la Ligue canadienne, on en joue 18. Et quand tu fais 20, 25, 40 millions par année, je pense que tu es capable de jouer un match de plus. Ça va aider ton sport, tout simplement. C'est assez clair comme point de vue. Donc, je termine en vous parlant d'un gym qui a ouvert ses portes le 26 mars, qui offre ambiance et compétences ici à Repentigny, le TriStar Gym, une très belle salle de musculation. On peut y pratiquer tous les sports de combat, beaucoup d'expérience sur place. On va répondre à vos besoins. Et parlant d'expérience, le propriétaire, Yves Jabouin, a 31 combats MMA en carrière. C'est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny, le TriStar Gym, ambiance et compétences. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. Bon week-end.